C'est venu comme ça l'autre jour. Ce qu'on filme, c'est le fait de s'installer provisoirement sur une surface, toile cirée bleue, et puis que l'espace de travail, parce qu'on n'est pas chez soi, soit beaucoup plus centré sur le mental. Et puis, plus savoir aussi trop le présent. Ça remonte à si longtemps, les toiles cirées bleues, et juste poser l'ordinateur. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu un ordinateur portable, c'est-à-dire qui se plie comme un livre, qu'on peut emmener avec sa batterie. Évidemment, c'était pas du tout un modèle perfectionné comme celui-ci. C'était en 1993. Un Mac PowerBook 145. Je l'ai encore à la maison, il ne marche plus. Petit écran noir et blanc, une grosse boule, un souris. Et ce dont on va parler aujourd'hui, eh bien, ça remonte à cette période-là. Cette toute première période où j'avais ce petit ordinateur. Alors comment c'est venu? J'étais parti sur Maupassant, ce beau texte qui s'appelle La peur, qui commence dans un train avec une apparition très fugace qui cesse aussitôt. Et il y avait cette phrase dite par cet homme qui intervient, là, qui interagit avec le narrateur. On étreint les morts. Et cette phrase, on étreint les morts, tu sais, mais comment Maupassant il ose dans ce rapport à la peur, à l'obscurité. Et c'est ça qui m'a réenclenché tout ce... Alors réenclenché quoi? Je me souvenais d'un texte d'atelier d'écriture il y a très longtemps, justement des années 94, 95. C'était à Montpellier, à la Paillade, boutique d'écriture. Et puis c'est cette phrase, on étreint les morts. Alors je suis parti rechercher, et puis là, bon, c'est relativement bien organisé. J'ai un dossier archives, 92, 85, 95, la Paillade, c'est le plus ancien, 94, 7, 93, Villepinte, Rabelais. Mais ça remonte à ce moment-là, moi, 25 ans d'archives sur ces disques durs qu'on transfère de machine à l'autre. Et très facilement, j'ouvre 1, 2, 3, Paillade soir, et je tombe sur, il y a 2, 4, 6, 8, 9 dossiers individuels. Et puis, à l'époque, c'était déjà un Word, mais Word.doc. En gros, ils ont remodifié en 2004, remodifié en 2015. Alors, la première chose, c'est se dire, bon, là, ces fichiers, ils sont fragiles. Alors qu'il faut que je les ouvre et que je les réenregistre en docx. Alors, j'ai réouvert celui-ci où j'avais cette intuition que ce j'étreins les morts était potentiellement là, dedans. Une fois que je l'ai retrouvé, ce qui ne me plaisait pas, c'est que c'était une police, une Times, tout simplement. Il n'y avait pas les insécables, ces petits caractères spéciaux, plus minces qu'un espace qu'on met avant le point d'interrogation, le double point. Je pense que j'ai évolué aussi dans la façon de présenter les textes. Alors, d'une part, je l'ai tout de suite sécurisé, j'ai enregistré en docx, et puis je me suis mis à le relire. Et il y a quand même 48 pages denses. 48 pages réparties en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. C'est-à-dire que 19 fois, on a travaillé ensemble avec cette personne. Et ce qui me troublait, je l'ai retrouvé assez vite. C'est le 4e texte. On cherche dans ce grand espace. J'ai tout de suite su que c'était ça, on étreint les morts. Mais juste, je vais en lire 3 ou 4 autres avant, ces textes brefs, parmi les 19. Puis, ce que ça m'a remis dans la tête. C'est ça aussi qu'on fait, c'est-à-dire, moi, des fois, les gens ils se moquent un peu de moi, ils attendent des grandes réflexions, des avis, des opinions. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'as aimé? Puis non, moi, ce que je fais, je bricole, je change les styles, je change les marges, j'ajoute des sections, je reformate des trucs. C'est-à-dire, pour moi, un texte, c'est le temps qu'on passe dedans. Et plus on passe de temps dans le texte,
plus on a une chance de le laisser vous travailler de l'intérieur. C'est pas avec la pensée que ça se passe. Alors peut-être que j'ai trop laissé ça s'installer, mais cette espèce d'artisanat, moi, ça correspond à ce que je voyais faire mes deux grands-pères. Un, le paternel, côté mécanique, avec ces petits trucs à gratter, et puis ces petits machins, et puis il fallait que ça tienne, et tout ça. Puis l'autre, c'était plutôt le grand-père maternel, c'était plus le côté son jardin, etc. Mais c'est lenteur. Je trouve que j'ai besoin de ce rapport à la lenteur. Alors je l'ai réimporté le texte dans ces formats-là, dans ces modèles que j'utilise pour mes livres imprimés. Et puis j'ai passé 2 heures dedans à simplement faire comme si je devais en faire un livre aujourd'hui. C'est-à-dire ces textes qui ont dormi pendant 25 ans, les reformater, les soigner, les majuscules accentuées, les guillemets, etc., pour que apparaisse un livre, et un livre qui n'existera jamais, un livre qui ne sortira pas de mon ordinateur. Peut-être la personne se reconnaîtra et qu'on reprendra contact. Internet, c'est toujours ce genre de miracle. Mais je ne suis pas sûr du tout. Et puis je prends cette liberté d'en parler alors que ça ne m'appartient pas. Dans un atelier, on catalyse quelque chose, mais ce qu'on catalyse, évidemment, j'en garde une archive. Tellement souvent, ça a servi à l'autre que moi, j'ai gardé l'archive. Mais c'est lui qui part avec ce qui s'est passé dans la catalyse. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce livre, sauf que le lire dans le format livre aujourd'hui, à 25 ans d'écart, tout d'un coup ça prenait encore une autre force. Et moi, pendant 2 heures, ça a été du soin à ce texte. C'est pas que je manque de choses à faire, des choses plus urgentes, mais à soigner comme ça, ce qui s'était passé dans ces rencontres. Tenez, un qui avait comme titre « Dans le trou ». Je suis dans un trou d'1 mètre cube. Je lève la tête. Je regarde au-dessus du trou. Mes coudes appuient sur la terre, ma tête se repose sur eux. J'ouvre mes yeux, je regarde devant moi. Un bâtiment blanc, les lits bien en ligne, des droits, carrés. Se reposent des enfants jeunes, bien alignés, bien droits, les bras sur les couvertures, bien alignés, bien droits. Je tourne mes yeux. À droite, le château. Dans le château, le prêtre, punir, la cellule. Dans la cellule, une fenêtre, un lit de fer. Je tourne mes yeux à gauche. À 2 mètres, le grillage de mon mur d'enceinte. De mon côté, on voit l'herbe bien coupée, bien droite, bien rase, comme mes cheveux, bien droits, bien ras. Toute vie de bête exterminée. J'ouvre mes yeux plus grands, le trou du grillage s'agrandit, je vois l'herbe de l'autre côté, elle pousse de toutes les formes, les bêtes s'y promènent, je regarde le mouvement d'elles, j'ouvre mes yeux plus grands, le vent de la liberté les blesse, mes yeux s'imprègnent de cette liberté, je pleure. Ma seule liberté, c'est que mes larmes coulent, le sang de mon visage. Je vois le papillon se poser sur elle. Il emporte la graine de la liberté. La cloche sonne, mes yeux se ferment. Je remonte de mon trou, je regarde. J'ai creusé avec pelle et pioche, avec souffrance et peine pour l'arbre qui va prendre vie. Un autre, dont le titre c'est « Ici il n'y a pas de glace ». C'est une histoire de miroir. Vous avez pigé, c'est un enfant orphelin placé dans une institution religieuse. Après, rien d'autre. Tous les matins, je me regarde. Nous sommes face à face, séparés par un long lavabo. Chaque enfant a son propre lavabo, chaque enfant a son propre robinet. Sur mon robinet, une mince pellicule d'émail d'argent. Elle rejette mon visage. Je me rapproche de plus près pour mieux regarder. Qui suis-je ? Il vous dit de se laver au lieu de s'amuser. Je lève la tête. Je me trouve devant mon camarade de dortoir. Son visage me dérange. Ici, il n'y a pas de glace. L'eau est froide. Je prends mon gant en silence. Je le passe sur mon front large. Mon père devait avoir un front large.
Mon gant caresse mes sourcils, mes yeux, je m'arrête sur eux. Père doit être européen. Non, mes yeux sont amandes. Il est asiatique. Le silence est lourd. Je continue à parler dans ma tête. Mon nez est gros. Ce n'est pas un nez asiatique. Ils n'ont pas de gros nez. Je descends vers la bouche, sèche de ne pas dire un mot. Le gant lui donne vie. La bouche libère un léger sourire. Il dit de se dépêcher de faire notre toilette. Je passe mon gant dans tous les sens. Je perds mon image. Mon illusion du père sort de la tête. Je frotte de plus en plus fort. Je perds la vision du père. Plus je frotte, plus je le hais. Il nous met en ligne. Il prend chaque enfant. Regarde, de la tête aux pieds. Mon camarade se fait punir. Il dit « Tu es un porc. Tes oreilles sont sales. » Mon camarade n'a pas eu le reflet de son propre amour. Je ne veux pas être un porc. Tous les matins, mon gant dévisage mon père. Tous les matins, il pénètre dans moi. Tous les matins, je deviens mon propre père. Alors, ce qui est étrange quand on lit un texte comme ça, c'est qu'on se dit, mais attends, c'est le 19e siècle. Ou alors, au mieux, Charles Juliet, l'année de l'éveil. Non, c'était quelqu'un qui était plus jeune que moi. J'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Un autre. Et puis après, on mettra les morts ensemble. Le seau du chien. Je dois chercher le repas du chien à la cantine. Un seau de 20 litres rempli de déchets. Quelle peine de porter ce seau à ce chien. Les morceaux de viande donnent l'envie de les manger. Le chien est en haut du château. Un escalier en pierre tournant me monte vers le chien. L'escalier mal éclairé, la seule lumière passe par le fenestron. Mes bras fatiguent de ce saut. Je m'assieds au 3e niveau, le seau entre les jambes. Je regarde autour de moi. La porte du chien derrière moi. À droite, la porte de la cellule. À gauche, une porte fermée. Une porte de la nuit. Le vent passe dans les trous. Le froid m'endort. La porte s'ouvre. La nuit ouvre. Donne l'obscurité. Je marche dans la nuit, la lumière apparaît. Une table pleine de monde, une table ovale. Chaque personne me souhaite mon anniversaire. Joie anniversaire, joie anniversaire. La table remplie de gâteaux, de bonbons, mes yeux pleurent de joie. Chaque larme tombe sur une pierre plate. La larme enlève la poussière. La lettre apparaît, je mange un bonbon. La larme tombe, le mot se constitue. Je frotte, mais les lettres restent invisibles. Je mange un bonbon, une larme sort, une lettre apparaît, ma curiosité m'oblige à manger les bonbons, et chaque larme décolle la poussière. Le manuscrit paraît se constituer. Je te retrouve, mange-moi. Je prends un gros gâteau, une grosse larme tombe. Le manuscrit paraît, je te retrouve, suis-moi, garde confiance, que ton cœur s'ouvre. Tu te trouveras dans toi. Je mange un autre gros gâteau. Une larme plus grosse tombe. Une image paraît. Je regarde. Elle est floue. Un visage se dessine. Je mange un très très gros morceau. Une très très grosse larme coule. L'image se définit. Une femme, une lueur de femme. Je trempe la tête dans le gâteau. Une image se définit. Une femme, belle. Elle parle. Elle me parle. Elle m'approche de la pierre pour l'écouter et tout à coup, je vais t'aider à manger la bouffe du chien. Debout, saligo. Je ne comprends rien. Mes mains noires de sauce, je n'y comprends rien. Le chien aboie, le prêtre crie, la porte se ferme, mes yeux se retiennent, un goût de viande me sort de la bouche, le feu brûle le long de mes lèvres, je ne comprends rien à mes mains et ma bouche. Le prêtre crie, le chien aboie, je pars lui donner à manger. Je repars vers l'extérieur du château. C'est curieux aussi de se dire, ces 19 textes qui ne sont pas sortis de mon ordinateur depuis plus de 25 ans, est-ce que les partager avec ma voix, les redécouvrir, justement parce que le rapport au texte reste, alors que l'auteur, je revois vaguement son visage, je revois ses yeux, mais quasi rien d'autre, sauf que oui, il était
plus jeune que moi. Il y a un autre texte qui était impressionnant quand j'ai relu parce que il ne s'agissait pas de cette mémoire de l'orphelin dans l'institution religieuse, mais de la vie quotidienne qu'il avait. C'était quelqu'un qui était salarié, qui avait une vie de famille. Le 10 octobre, ma journée commence à la mairie, là où il est employé. 16h30, retour à l'atelier pour nettoyer mes outils. Le téléphone, sur la route d'Agnan pour les dégâts d'un accident. Sur les lieux, un camion dans le ravin gauche, une camionnette en travers de la route. Le conducteur est couché sur son volant. Le conducteur a eu un malaise, mais il respire, assommé par le choc. Dans la camionnette, un homme affalé sur le siège. J'avais fini ma journée, que c'est con. Je rentre dans ma voiture pour avertir la gendarmerie. Je sens une présence derrière moi. Le moi disait de me retourner. Une âme m'appelle. Il faut que je me retourne. Je pars vers cette âme qui part. Je tremble de peur. Mon cœur et ma tête se détachent, se séparent. Je veux voir ce corps. Quand je tombe à pic sur le corps, un silence. Tout s'arrête autour de moi. Ce corps me tire de mon regard. Je rentre dans ce corps. Elle est belle. Je vois la forme de ses hanches. Sa robe est ouverte sur le paradis. La robe déchirée, j'aperçois le dos. Le sentiment de moi remonte. Je ne peux pas la toucher. Je suis aveugle. J'aime ce corps. Je sens que son âme m'appelle. Je vois les cheveux balayés par le vent. La chevelure coiffe son dos. Je suis debout devant elle. Employé de mairie, service technique. Tu te retrouves dans un accident de voiture. C'est toi le premier à appeler les secours. Il y a une morte. Alors voilà. La phrase de Maupassant, on étreint les morts. Et ce dont je me souvenais. On cherche dans ce grand espace. Chacun se trouve à sa place de sommeil. On cherche l'une d'entre elles. On sent l'odeur de la fin de vie. On trouve des fleurs à chaque pied, des mots, des noms sur chacune. Les murs les entourent, les cernent, le mur les entoure, les cerne, limite chaque parcelle, la peur de devenir comme l'une d'entre elles. Le soir, c'est des terrasses fraîches, un midi, une fumée d'ombre comme un appel à venir. On pleure pour elle, on rit. On sonne les cloches pour elle. La terre y fleurit toute l'année. On dit que c'est le plus beau jardin. Elle, on l'a trouvée en dehors de l'enceinte des murs traditionnels, entourée par de bien plus belles, où sa pauvreté ressort. La terre la couvre, une plaque avec son nom écrit. Je l'ai trouvée, je l'attendais. Elle attendait que je vienne. Mon mur tombe. Soudain, je me sens libre et aveugle. Je voudrais l'embrasser. Ma mère. Alors, ce qui me revient à mesure que je lis. Je me souviens par exemple que, je ne dis pas son prénom ni son nom, avait 34 ans, le soir où il a écrit ce texte. Que l'événement dont il parle venait de se passer 2 mois plus tôt et que c'est pour l'écrire qu'il était venu à la boutique d'écriture. Je me souviens aussi qu'il ne lisait pas lui-même ses textes. Il y avait un tremblement. Il me donnait sa feuille, c'est moi qui lisais au groupe le texte. Et je tremblais. En lisant, je le regardais. Je comprenais en lisant. Sa mère, suicide, on ne sait pas, est enterrée non pas dans le cimetière, mais dans cette tradition de ces pays, à l'extérieur du cimetière, de l'autre côté du mur où sont les tombes, les fleurs, juste un bout de plaque, ce nom. Et lui, à 32 ans, 34 au moment de l'écriture du texte, et tout me revient à mesure, obtient l'autorisation de faire exhumer sa mère, de la faire transférer dans une vraie tombe, de l'autre côté du mur, à l'intérieur du mur.
avec un monument et des fleurs. Mais ce jour-là, lui, seul, est debout, tandis que devant lui, on enlève cette plaque et qu'on exhume sa mère, qu'on ouvre ce qui reste du cercueil et qu'il efface à sa mère. Par le suicide de sa mère, ensuite c'est l'institution religieuse. Peut-être elle n'a même pas de souvenir de sa mère, ça je ne sais plus encore. En tout cas, il y a ce face-à-face. Ça fait penser aussi à la mère de Jimi Hendrix, qui longtemps aussi a été dans une tombe anonyme comme ça. Plus curieux, c'est un des biographes de Hendrix, Charles Cross, je crois, je ne suis plus sûr, qui retrouve l'emplacement de la tombe anonyme et fait pratiquer l'exhumation. Voilà, on étreint les morts, et je m'arrête là-dessus, je ne vais pas lire les 19. Je suis content de ce livre. C'est-à-dire, pendant 2 heures, le soin de la fabrication du livre a été pour moi l'entrée lente dans le souvenir de ce qui s'est passé. Atelier d'écriture, pour moi, maintenant c'est une vie, je fais des workshops, des trucs comme ça, mais je pense que ces choses-là, on les fait une fois dans sa vie. Toute ma vie, par contre, il y a toujours ce truc, des machins universitaires, des machins journalistiques, tout ça. Fait des ateliers d'écriture avec des publics défavorisés, des conditions sociales. J'ai jamais marché là-dedans. Puis là, tout d'un coup, peut-être j'en lirai un autre, là, dans les jours à venir, un autre auteur, comme ça, où c'est une autre logique, se dire, waouh, ce gars peut devenir un écrivain, point. Pas une question de grand, immense, un écrivain, point. Et puis lui, non, c'est bon, il a écrit, il part avec ces trucs. Là, il y a eu 19 textes, et j'ai plus de nouvelles. Mais pour moi, ce rapport des mots à ce qui les déborde, on étreint les morts, dit Maupassant. Ici, il est absolu, il est total. Il est aussi total que chez Beckett, que chez Artaud. Là où ces grands, ces immenses, ces types absolus ont su éviter repousser toute médiation. C'est une littérature de court-circuit. On pleure pour elle, on rit, on sonne les cloches pour elle. La terre y fleurit toute l'année. On dit que c'est le plus beau jardin. Elle, on l'a trouvée en dehors de l'enceinte des murs traditionnels, entourée par de bien plus belles, où sa pauvreté ressort. La terre la couvre, une plaque avec son nom écrit « Je l'ai trouvée, je l'attendais, elle attendait que je vienne ». Mon mur tombe. Soudain je me sens libre et aveugle, je voudrais l'embrasser, ma mère. Et ça, c'est la dette que j'ai à cette expérience des ateliers. Ceux qui ont lu, je diffuse sur Tiers Livre, c'était toute une vie. Même expérience, mais à l'Odève, 50 km plus loin. C'est cette chance de savoir ce qu'est l'absolu du langage devant ce qu'il désigne qu'on ne peut pas nommer. Après, tout le reste. Voilà. Merci la toile cirée et l'ordi. Et puis, vous voyez, 25 ans après, qu'on sorte ce genre de texte, la même violence, le même amour, le même absolu, la langue. Et j'en ai lu 6 au lieu de 5.